Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition d'information. À présent, les titres de ce journal. Dans l'actualité, le renforcement de la coopération entre Libreville et Dakar avec la visite au Gabon du président sénégalais Macky Sall. Plusieurs entretiens ont été au menu de cette visite d'amitié et de travail. Des accords de partenariat ont été également signés entre les deux pays. 21 personnes tuées après le passage du typhon Agoupi. La tempête a également fait des dégâts matériels. Soulagement, elle a baissé d'intensité et des milliers de personnes ont commencé à rentrer chez eux. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Nous ouvrons cette édition avec cette page noire. Au Maroc, le ministre d'État Abdallah Baha est mort dimanche soir dans un accident ferroviaire à Bouzniha entre Rabat et Casablanca. Il a été percuté par un train qu'il n'a pas vu au moment de traverser la voie. Cadre influent du PJD, il était aussi un des plus proches collaborateurs du chef du gouvernement, Abdelila Benkiran. La gendarmerie royale a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident du ministre marocain Abdellah Baha. Toutes nos condoléances. Nous poursuivons avec l'actualité, avec cette visite au Gabon du président sénégalais. Macky Sall a eu des entretiens avec son homologue Ali Bongo Ondimba. Le renforcement de la coopération entre les deux pays a été le point saillant de cette visite d'État. Tissées dans les années 70, les relations sénégalo-gabonaises se voient renforcées au fil du temps. Des rapports de coopération dans les domaines du commerce, du transport aérien, de la marine marchande, de l'éducation, de la formation, etc. Des accords de partenariat sont signés entre les deux États, dont celui sur la coopération militaire le plus récent devra leur permettre de mutualiser les formations, les entraînements des forces armées respectives, l'organisation commune des exercices militaires, en même temps qu'il pourrait avoir des échanges d'expériences, de formateurs, d'instructeurs, de stagiaires. Et pour la mise en œuvre de cette coopération, une commission mixte se chargera du suivi. Dans le domaine de l'éducation, formation et enseignement supérieur, plusieurs jeunes Gabonais sont formés dans les grandes écoles et universités du Sénégal. Sur le plan diplomatique, l'implantation de consulats et ambassades dans l'un et l'autre pays dès 1971 a été le signal d'une cordiale entente qui allait s'établir entre nos deux peuples. Et l'installation depuis de longues décennies d'importantes communautés des ressortissants des deux pays sur l'un et l'autre territoire en est la parfaite illustration. L'ouverture diplomatique entre Dakar et Libreville, c'est aussi la signature il y a quelque temps d'un accord portant dispense de visa entre le Sénégal et le Gabon sur les passeports de service diplomatiques et officiels. Sur les traces de ses prédécesseurs, le président Macky Sall, en visite d'amitié et de travail au Gabon, discutera nécessairement avec son homologue Ali Bongo Ondimba d'autres axes de coopération tout aussi porteurs que bénéfiques pour les deux parties. Nous restons toujours au Gabon en changeant cette fois-ci de sujet. Le Gabon où 2500 cartons de nourriture avariés ont été saisis au cours de services d'inspection. Cette opération vise à préserver la santé publique. À travers cette énième opération de destruction qui concerne cette fois 5500 cartons de nourriture, et dont le coût est estimé à plus de 55 millions de nos francs, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza et ses partenaires démontrent de nouveau que la santé humaine, et notamment celle des Gabonais, n'a pas de prix. Ici, il faut également saluer la collaboration de certains opérateurs économiques responsables qui se rendent aux autorités compétentes en soumettant à la destruction des produits avariés. Des gestes récurrents aujourd'hui plus qu'hier grâce à la sensibilisation, au contrôle et aux inspections menées par la Gaza. La rupture de la chaîne de froid n'est pas seulement le simple fait des opérateurs économiques. C'est un processus normal qui peut se produire à la fois par défaillance de l'engin de froid, c'est-à-dire les conteneurs, et qui peut aussi effectivement être le fait
de certains opérateurs économiques véreux. Nous effectuons l'évaluation des risques. Nous disposons de plusieurs informations émanant des autorités internationales, telles que l'Organisation mondiale de la santé animale, tels que les réseaux d'alerte, et nous entretenons une collaboration étroite avec les autorités sanitaires compétentes des pays exportateurs des produits alimentaires vers le Gabon. La rupture de la chaîne de froid, une cause évidente pour la destruction de ces 2 conteneurs d'aliments essentiellement composés de rognons, queue de bœuf, tripes en provenance du Paraguay. Risque évident lié à la consommation de tels aliments, les intoxications alimentaires et autres maladies pouvant menacer la santé des populations. Hier, 7 décembre 2014, consacre le 21e anniversaire de la mort de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne. 2 décennies après, le souvenir de l'homme est toujours présent dans les esprits. Dans ce reportage, des témoignages sur cet apôtre de la paix. Félix Houphouët-Boigny, un chef d'État à la dimension internationale, mais également très proche de son peuple. Houphouët-Boigny, tout au long de sa vie, a connu et fréquenté plusieurs inconnus de la scène politique. Des citoyens lambda qui ont eu la chance de le côtoyer et qui gardent encore dans leur mémoire ces moments passés auprès du vieux. Parmi eux, Dame Catherine Melette Dietro, intendante au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro dans les années 70. Un jour, nous sommes allés à sa table. Et puis, je dis, moi j'ai envie de chanter. Hein. Alors il me dit, et j'ai répété 3 fois, il me dit, mais chantez, madame Melette. Alors il dit, petit papa Noël, quand tu reviendras du ciel, avec des jouets par milliers. Papa, n'oublie pas mes petits souliers. Alors, on a dit, comptez tous ceux qui sont à table. On a donc compté tout le monde et puis nous avons eu droit à des enveloppes. Une générosité qu'il manifestait également à l'endroit des personnes qu'il ne connaissait pas. Catherine se souvient aussi de Félix Houphouët-Boigny, le courtois. Et puis il était courtois, très courtois. Quand on nous y allons de temps en temps, il se permet de venir nous accompagner jusqu'à notre voiture. Il dit, papa, mais tu nous accompagnes, c'est gênant. Il dit, madame, vous ne savez peut-être pas ça, mais j'ai eu le prix de courtoisie. Quand vous avez côtoyé un tel homme, vous ne pouvez pas ne pas être courtois. Vous ne pouvez pas ne pas respecter l'homme. Houphouët-Boigny, c'était surtout la marque de l'élégance. Il aimait bien s'habiller. Avec son tailleur, il nous a dit un jour que c'était son tailleur choisissait les tissus. Il faisait ses habits. Il était élégant. Smart, comme diraient les Anglais. Voilà, devoir de mémoire oblige. Et sur un tout autre décor, la Syrie vient d'accuser Israël d'avoir mené des raids aériens sur le pays. Ces raids visaient des dépôts de munitions et des positions militaires de l'armée syrienne. L'État hébreu n'a toujours pas réagi. Ces 2 avions de chasse seraient israéliens. Et lorsqu'un caméraman amateur filme ces images, ils viennent tout juste de mener des frappes dans la région de Damas. C'est en tout cas ce qu'affirme la télévision officielle syrienne. L'ennemi israélien a mené une attaque agressive contre la Syrie en visant 2 zones en paix à Damas et près de l'aéroport international civil de Damas. Il n'y a pas eu de mort. Damas, à quelques kilomètres à l'ouest de la capitale, est située tout près de la frontière avec le Liban. Elle abrite plusieurs installations militaires. Les frappes auraient là aussi visé l'aéroport de la ville ou ses alentours. Une dizaine d'explosions auraient été entendues selon une ONG proche de l'opposition syrienne. Sans surprise, l'État hébreu n'a ni confirmé ni démenti immédiatement être derrière ces frappes. C'était déjà le cas lors des précédentes attaques israéliennes menées en territoire syrien ces dernières années. Des dépôts d'armes destinés au Hezbollah libanais avaient alors été détruits.
En mai 2013 déjà, l'aéroport de Damas avait été touché avec 2 autres secteurs par cette aviation israélienne. Des médias libanais affirment eux que des chasseurs israéliens ont également survolé le pays du Cèdre dimanche. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou a régulièrement prévenu et répété qu'il n'hésiterait pas à intervenir quel que soit l'endroit pour empêcher toute livraison d'armes à son ennemi du Hezbollah, allié de l'Iran et de la Syrie. Direction le Mexique à présent où l'ADN de l'un des 43 étudiants disparus fin septembre a été identifié, un premier pas pour les familles. Pour elles, la lutte est loin d'être terminée et justice doit être faite. Tout porte à croire que les étudiants ont été tués par des membres du crime organisé sur ordre des autorités municipales. C'est une équipe d'experts argentins qui l'a officiellement identifié. Le corps carbonisé retrouvé dans une décharge est celui d'Alexander, l'un des 43 étudiants disparus fin septembre dans l'état du Guerrero. On n'arrive pas à croire que ça puisse nous arriver. On n'arrive pas à réaliser tout ce que l'on est en train de vivre. C'est très traumatisant. Malgré cette première identification, les familles des autres étudiants refusent de croire qu'ils ont tous subi le même sort. Une théorie privilégiée par la justice. Nous ne devons pas arrêter de les chercher vivants, parce que tant que nous ne saurons pas ce qui est arrivé à ces 42 camarades, ça ne peut pas s'arrêter. C'est juste une hypothèse qui n'est pas prouvée. Nous manquons de preuves formelles qui expliqueraient ce qui leur est arrivé. Les familles ont donc une crainte que les autorités, frappées de plein fouet par ce scandale, ne tentent de refermer l'enquête rapidement. Le gouvernement a tenté de les rassurer. Nous allons continuer l'enquête jusqu'à l'arrestation de tous les coupables. Laissez-moi utiliser les mots du président. On tapera très haut s'il le faut. L'enquête reste ouverte et nous ne pouvons permettre l'impunité de personne. Promettre de taper haut pour démontrer le sérieux de l'enquête, car ce sont des policiers corrompus qui ont livré les 43 étudiants à des narcotrafiquants. Après plusieurs semaines de cavale, le maire d'Iguala et son épouse dorment depuis début novembre en prison. Ils sont accusés d'avoir ordonné à ces policiers d'intervenir contre les étudiants le soir de leur disparition. Plusieurs dizaines d'autres personnes ont également été interpellées. C'est l'autre titre de cette édition aux Philippines. Le typhon Agupit a fait au moins 21 morts. Soulagement, la tempête a baissé d'intensité. Des milliers de personnes ont commencé à rentrer chez eux. Plus d'1 million de personnes ont été évacuées de leur maison par mesure de précaution. Les autorités avaient tiré les leçons du typhon Haiyan. Les secours ont enfin pu décoller pour constater l'étendue des dégâts. De l'eau à perte de vue. Difficile pour l'instant de chiffrer ces dégâts matériels causés par Agupit. Les autorités se sont préparées au pire dans un pays encore marqué par le souvenir du passage dévastateur du typhon Haiyan il y a un an qui avait fait plus de 7000 morts. Face à Agupit, les Philippins ont été priés de se réfugier dans des églises, des écoles et des gymnases. Nous sommes saufs et en sécurité ici. Si nous étions restés près des côtes, nous aurions été emportés par l'eau. Bilan provisoire, plus d'1 million de déplacés et pour l'instant un nombre de décès limité à déplorer. Nous envoyons des alertes à nos compatriotes, en particulier à ceux qui se trouvent dans les zones menacées par les inondations. Et s'ils le peuvent, nous leur demandons de quitter ces zones. Le typhon en intensité au fur et à mesure de son passage sur les Philippines qu'il traverse d'est en ouest. Mais attention, Agupit est en train d'atteindre la capitale, Manille, et ses 12 millions d'habitants, où les autorités craignent surtout des inondations. Parlons à présent d'aide humanitaire avant de refermer ce journal. Des soldats britanniques prêtent main forte aux Nations Unies. Dans l'actu, cette recrudescence du virus Ebola dans le reste de la Sierra Leone et notamment dans la capitale Freetown. Ce week-end, un 10e médecin est mort. L'épidémie a tué plus de 1600 personnes sur plus de 7300 cas. Les îles de la Tortue, une destination autrefois prisée par les touristes, mais désormais
Ces plages de sable fin servent de point de chute aux cargaisons d'aide alimentaire. Riz, céréales, huile ou encore farine, c'est plus d'une vingtaine de tonnes de provisions qui ont été acheminées ici par des soldats britanniques venus prêter main forte aux Nations Unies. Avant le début de l'épidémie, les villageois se rendaient sur la terre ferme pour se ravitailler. Mais aujourd'hui, il n'en est plus question. Il est désormais interdit de se déplacer. S'ils ne peuvent plus aller au marché, comment peuvent-ils se nourrir? Par conséquent, nous devons leur apporter des provisions. C'est pourquoi nous leur fournissons ces colis. Ils pourront ainsi se donner un peu de répit et le temps venu repartir se ravitailler au marché. L'Organisation mondiale de la santé affirme que le virus se propage plus rapidement qu'ailleurs en Sierra Leone, notamment dans les 2 autres foyers d'infection que sont le Libéria et la Guinée. Dans le pays, plus de 7000 personnes ont contracté le virus et plus de 1600 sont mortes, dont une centaine de médecins et aides-soignants particulièrement exposés. La semaine dernière, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, s'est rendu en Sierra Leone. Le plan d'aide évalué à hauteur de 162 millions de dollars devrait être accéléré. L'intégralité des fonds, initialement prévus sur une période de 3 ans, devrait finalement arriver dans les 2 ans à venir. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à la rédaction et à la technique pour sa réalisation. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.